Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour un nouveau numéro des Matins du Sénat et pour vous faire vivre les travaux des sénateurs. Et au programme ce matin, les violences faites aux femmes, alors que cette année, 145 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint. Eh bien, le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi du député Les Républicains Aurélien Pradié pour lutter contre ces violences conjugales. Ce texte généralise le recours au bracelet anti-rapprochement pour éloigner rapidement un mari violent. Le juge des affaires familiales pourra plus facilement organiser la séparation d'un couple en cas de violence. Tout de suite, les débats au Sénat. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s'est réunie le 27 novembre dernier pour examiner les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille est parvenue à un accord. Cet accord a été rendu possible grâce à l'engagement et au sens des responsabilités de l'ensemble des députés et des sénateurs qui y siégeaient. Il n'était pas envisageable, à nos yeux, de terminer sur un constat d'échec qui aurait retardé l'entrée en vigueur de plusieurs mesures attendues par nos concitoyens. Je pense notamment à la réforme de l'ordonnance de protection et à l'entrée en vigueur du bracelet anti-rapprochement. Chacun a fait des concessions en gardant à l'esprit l'objectif qui nous rassemble tous, mieux protéger les femmes victimes de violences conjugales. Je ne m'attarderai pas sur les dispositions pénales, dans la mesure où le texte issu des travaux de la CMP retient pour l'essentiel les rédactions que le Sénat avait adoptées. Nos discussions ont davantage porté sur le volet civil. La commission mixte paritaire est revenue sur des dispositions que le Sénat avait adoptées contre l'avis de la commission concernant le dépôt de plainte et les modalités d'assignation dans le cadre d'une ordonnance de protection. Il nous a semblé que ces dispositions pourraient se révéler contre-productives en introduisant des éléments de rigidité dans ces procédures. La CMP a également prévu que la possibilité donnée au juge des affaires familiales d'ordonner le recours au bracelet anti-rapprochement serait évaluée au bout de 3 ans, mais sans en faire un dispositif expérimental, ce qui nous a semblé constituer un compromis acceptable. La CMP n'a pas non plus retenu les articles additionnels que le Sénat avait introduits au sujet de l'indignité successorale. Nous avions voulu, en insérant ces articles, envoyer un message politique clair. La solidarité qui existe normalement entre époux n'a plus lieu d'être lorsqu'un conjoint commet des violences sur l'autre membre du couple. Nos collègues députés ont estimé que la réflexion n'avait pas suffisamment mûri sur ce point, qui pourra cependant être réexaminé dans le cadre de la prochaine PPL visant à protéger les victimes de violences conjugales, déposée par les députés Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha. La CMP a en revanche retenu l'article additionnel que nous avions adopté, qui tend à priver le conjoint violent du bénéfice de la pension de réversion. Elle en a même élargi le champ d'application afin qu'il ne concerne pas seulement les personnes affiliées au régime général de la sécurité sociale. L'essentiel de nos débats a cependant porté sur la question du retrait de l'autorité parentale, sur laquelle je voudrais m'arrêter quelques instants. Avec notre collègue Aurélien Pradié, rapporteur de l'Assemblée nationale, j'ai proposé d'inscrire dans le texte un article reprenant l'une des principales propositions issues du Grenelle contre les violences conjugales. Trop souvent, lorsqu'une femme quitte le domicile pour échapper à la violence, son mari parvient à la retrouver parce qu'il a conservé l'autorité parentale et qu'il sait donc où sont scolarisés les enfants. Pour la sécurité des femmes, il est donc important de prévoir une suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale dans l'attente de la décision d'un juge. Sur le fond, cette mesure a suscité un large accord parmi nos collègues députés et sénateurs. Certains auraient préféré disposer de plus de temps pour en étudier les aspects techniques, mais nous avons estimé qu'il était urgent de légiférer sur ce sujet dans l'intérêt des femmes victimes de violences conjugales et surtout de leurs enfants. Je vous présenterai tout à l'heure un amendement qui a donné lieu à des échanges avec l'Assemblée nationale et avec le gouvernement afin d'en peaufiner la rédaction et de corriger les quelques imperfections qui subsistent. En ce qui concerne enfin le volet du texte destiné à faciliter le relogement des victimes, la CMP a procédé à des retouches mineures destinées à mieux associer les parlementaires au bon déroulement des expérimentations proposées. En conclusion, mes chers collègues, je me réjouis que le travail réalisé en commun sur ce dossier des violences conjugales ait abouti en seulement quelques mois à l'adoption d'un ensemble de mesures qui vont apporter des réponses concrètes à la détresse de trop nombreuses victimes. Je ne prétends pas que ce texte apporte une solution à tous les problèmes qu'elle rencontre et il nous reste évidemment encore beaucoup à faire. D'autres mesures législatives sont en cours de préparation dont nous débattrons l'année prochaine avec le même esprit d'ouverture. Il faut convenir que beaucoup d'actions à mettre en œuvre ne relèvent pas de la compétence du législateur. Je ne doute pas que le gouvernement veillera à lancer dans les meilleurs délais les marchés publics nécessaires au déploiement du bracelet anti-rapprochement.
Il est essentiel, en parallèle, de travailler sur la qualité de l'accueil des victimes dans les postes de police et de gendarmerie afin que leurs paroles soient convenablement entendues. Les associations qui accompagnent les victimes et qui font de la prévention doivent être soutenues, ce qui suppose de mobiliser les moyens budgétaires adéquats. Au-delà, c'est tout un travail d'éducation et de sensibilisation qui doit être mené dans la durée afin que notre société ne tolère plus qu'un homme, en général c'est un homme, lève la main sur sa compagne, ni qu'il la rabaisse ou qu'il l'humilie, car les violences psychologiques constituent aussi un fléau que nous devons combattre. Nous devons faire passer l'idée auprès de nos concitoyens que la violence n'est pas une manifestation de force, mais au contraire une marque de faiblesse et un échec de la communication, un échec de la parole. Sur tous ces chantiers, le gouvernement sait qu'il pourra compter sur le soutien vigilant et exigeant du Sénat. La tâche est immense, mais notre volonté l'est tout autant. Merci. Y compris pour votre concision. Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, a dorénavant la parole. Je commence par la liberté de la presse. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chère Marie Mercier, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, on le sait, semaine après semaine, jour après jour, le nombre de femmes qui tombent sous les coups de leur conjoint ne cesse d'augmenter. Et cette réalité, nous l'avons dit ici à plusieurs reprises à cette tribune, cette réalité nous exhorte à agir. C'est une réalité qui nous est adressée collectivement, quelle que soit notre appartenance politique. Et c'est donc dans cet esprit que le Premier ministre a ouvert le 3 septembre dernier le Grenelle de la lutte contre les violences conjugales. Et c'est aussi dans cet esprit que le Parlement a adopté en commission mixte paritaire la proposition de loi qui vous est aujourd'hui soumise. Dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, la justice, évidemment, occupe une place centrale. Je mène à ce titre depuis plusieurs mois une action extrêmement volontariste, fondée sur un plan très structuré. La circulaire du 9 mai dernier, que j'ai adressée aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, érige en priorité de politique pénale la lutte contre les violences faites aux femmes et incite les parquets à utiliser pleinement l'ensemble de l'arsenal législatif dont ils disposent, comme les téléphones grave danger ou l'ordonnance de protection. Je souhaite, bien entendu, que le recours à cette ordonnance de protection soit facilité et qu'il devienne une pratique régulière, presque un réflexe. Mes services ont d'ailleurs récemment analysé toutes les décisions qui prononçaient une ordonnance de protection rendue en 2016. Cet important travail, qui a été mené pendant plus de 6 mois et dont les résultats ont été publiés sur le site du ministère de la Justice au mois de septembre, a révélé que le recours à ce dispositif de l'ordonnance de protection est en constante progression. Lorsque le juge est saisi, une ordonnance de protection est prononcée dans près des 2/3 des dossiers. Mais pour autant, les juges ne sont pas suffisamment saisis de ces ordonnances et il me semble qu'il faut, de ce point de vue-là, progresser. La proposition de loi qui nous réunit aujourd'hui vise, d'une part, à renforcer cette ordonnance de protection et, d'autre part, à généraliser le bracelet anti-rapprochement, le BAR. Je partage cette double volonté puisqu'elle correspond aux 2 axes majeurs sur lesquels travaille le ministère de la Justice depuis plusieurs mois. Concernant l'ordonnance de protection, afin d'accroître le recours à ce dispositif très protecteur, qui permet donc aux juges aux affaires familiales d'organiser la séparation du couple dans un contexte de violence, il est prévu que la victime puisse obtenir par une même décision de justice à la fois des mesures civiles et des mesures pénales. Mesures civiles concernant l'organisation de la vie familiale, notamment les droits de visite et d'hébergement, la pension alimentaire ou encore l'attribution du logement du couple. Mesures pénales telles que l'interdiction d'entrer en contact ou l'interdiction de port d'armes. Le texte qui vous est soumis prévoit que le juge aux affaires familiales devra désormais statuer dans un délai de 6 jours à compter de la date de fixation de l'audience. Afin que ce délai soit effectif, les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'ordonnance de protection devront être adaptées. Mes services y travaillent déjà. La proposition de loi apporte également des précisions indispensables.
J'en cite quelques-unes à titre d'exemple. Une plainte pénale n'est désormais pas nécessaire pour pouvoir demander une ordonnance de protection. Les auditions peuvent se tenir séparément si la partie demanderesse le souhaite. L'ordonnance de protection peut être délivrée aux couples qui ne cohabitent pas et qui n'ont jamais cohabité. Ces précisions et d'autres encore ont une vertu pédagogique et nous permettent de répondre aux recommandations formulées par le GREVIO, le groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, tel que cela transparaît dans son rapport d'évaluation sur la France, publié le 19 novembre dernier. Notons d'ailleurs que le GREVIO salue, et je le cite, « la grande détermination dont les autorités françaises font preuve pour inscrire la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes parmi leurs priorités nationales ». Le GREVIO souligne également, je le cite toujours, que l'adhésion des autorités à cette cause a été renforcée d'initiatives récentes, telles que le premier Grenelle contre les violences conjugales lancé par le gouvernement le 3 septembre 2019. S'agissant du bracelet anti-rapprochement, il pourra être imposé aux auteurs de violences conjugales à titre de peine, mais aussi avant tout jugement pénal, dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou, en dehors de toute plainte, dans le cadre civil d'une procédure d'ordonnance de protection, ainsi que cela avait été annoncé par le Premier ministre le 3 septembre dernier. C'est une avancée majeure que ce bracelet anti-rapprochement, et c'est sans doute le point saillant du texte. Je crois profondément que ce nouveau dispositif, dédié à la seule protection des victimes, pourra éviter un nombre important de féminicides, comme cela a déjà été le cas en Espagne. La proposition de loi initiale a été enrichie par de nouvelles dispositions concernant l'autorité parentale. Au moment du passage de la présente proposition de loi dans cet hémicycle, ces dispositions faisaient encore l'objet de concertations. La commission mixte paritaire a par la suite fait le choix d'inclure ces dispositions dans le texte que nous examinons aujourd'hui, sans attendre un prochain véhicule législatif. Figurent ainsi dans le texte deux mesures nouvelles. La première, Madame la rapporteure l'a précisé, ouvre au juge pénal la possibilité de statuer sur le retrait de l'exercice de l'autorité parentale et des droits de visite et d'hébergement. Cette disposition, qui offre plus de souplesse au juge, est de nature à lui permettre de mettre en œuvre une solution plus adaptée à la situation familiale lorsque le retrait de l'autorité parentale paraît trop radical. La seconde mesure crée une suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, et ce, dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales. Madame la rapporteure vous proposera tout à l'heure un amendement visant à préciser la rédaction de cet article. Le gouvernement y sera favorable. La lutte contre les violences au sein du couple va se poursuivre. Il est désormais temps de tirer en effet les enseignements des travaux menés dans le cadre du Grenelle de lutte contre les violences conjugales, ainsi que des travaux menés par les députés du groupe La République En Marche à l'issue de leur journée de travail en région. Ces réflexions ont conduit à formuler de nombreuses propositions. Plusieurs d'entre elles sont convergentes avec les réflexions et travaux menés dans le cadre du groupe de travail justice que j'ai installé à la Chancellerie et que j'ai installé à la suite du lancement du Grenelle. Ce groupe de travail continuera d'ailleurs afin de suivre l'avancée des actions qui ont été annoncées. Il s'agit en effet de s'inscrire dans la durée, au-delà même de la séquence du Grenelle. Parmi les nombreuses propositions formulées par les députés, certaines exigent des modifications de nature législative. Elles trouvent leur expression dans la proposition de loi visant à protéger les victimes de violences conjugales qui a été déposée le 3 décembre dernier par les députés de La République En Marche. Cette proposition de loi sera discutée dans les semaines à venir et connaîtra également, j'en suis à peu près certaine, une adoption consensuelle. Cette proposition de loi envisage de modifier le Code civil, le Code pénal et le Code de procédure pénale, et elle vise à assurer l'organisation de la vie de la famille ainsi que la protection effective des victimes de violences familiales, qu'il s'agisse des parents ou des enfants. À ce titre, elle tend à inscrire
dans la loi que les enfants ne seront plus tenus d'aucune obligation alimentaire à l'égard du parent qui aura tué l'autre parent. Elle viendra également proscrire toute médiation, tant civile que pénale, en cas de violence et en cas d'emprise, ce qui répond à une demande très forte des associations et ce qui permet également, autre sujet, elle permettra également aux médecins de révéler plus facilement les faits de violence conjugale à la justice, même en l'absence d'accord de la victime, dans certaines circonstances particulières qui seront rigoureusement encadrées. Cette proposition de loi proposera par ailleurs d'étendre l'incrimination de certains comportements et de favoriser leur répression, notamment en sanctionnant plus sévèrement le harcèlement au sein du couple qui aura conduit la victime à se suicider ou à tenter de le faire, et en pénalisant également plus largement les comportements d'espionnage. En conclusion, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je tiens, comme l'a fait madame la rapporteure, dont je salue ici le travail, je tiens à vous assurer de l'engagement absolu du ministère de la Justice sur ce sujet et du mien en particulier. Nous continuerons avec l'aide de tous, et pas seulement celle des magistrats, mais également des forces de l'ordre, des avocats, des réseaux associatifs et de l'ensemble de la société civile, à lutter contre des actes qui, en meurtrissant chaque jour des femmes, heurtent la société tout entière. C'est un engagement que nous partageons, j'en suis absolument certaine. Merci. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Alain Marc pour le groupe Les Indépendants, pour une durée maximum de 5 minutes. Merci Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des lois. Parce qu'elle prévoit de protéger les femmes de toute forme de violence commise au sein de la famille, parce qu'elle vise à prévenir ces violences et à les punir, la proposition de loi que nous adopterons aujourd'hui revêt une importance capitale. Une femme sur 3 dans le monde est exposée à la violence au cours de sa vie. Le plus souvent, cette violence s'exerce au sein même du couple. Parce qu'elle représente une altérité et que leur liberté ne coïncide pas toujours avec celle des hommes, les femmes sont souvent victimes d'un engrenage de violence qui commence par des mots, des menaces et finit par des coups. Parfois, mais toujours trop souvent, ces coups sont mortels. D'après l'Organisation mondiale de la santé, 38% des meurtres de femmes sont le fait de leur conjoint ou ex-conjoint. Ces violences domestiques sont les derniers vestiges de mentalité arriérée, d'un sexisme primaire, d'une relation d'oppression insupportable. L'égalité entre les femmes et les hommes ne devrait pas être une question, mais une évidence. Pour reprendre les mots de Simone Veil, il ne s'agit pas d'effacer les différences, mais de les prendre en compte. En parallèle des travaux parlementaires, le gouvernement a engagé un Grenelle des violences conjugales en septembre dernier pour apporter le plus rapidement possible des solutions opérantes et efficaces pour protéger les victimes. 10 mesures d'urgence ont été annoncées, au premier rang desquelles figure la création de 1000 nouvelles places d'hébergement, un audit général des commissariats et des gendarmeries et la possibilité de déposer plainte à l'hôpital. D'autres mesures suivront début 2020 pour inscrire dans la loi les propositions issues de la concertation nationale. Cette proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille est à l'initiative du député Aurélien Pradié, dont nous saluons ici le travail. La commission mixte paritaire est parvenue à un accord le 27 novembre dernier, preuve que cette question rassemble toutes les sensibilités politiques, et c'est heureux, et que chacun d'entre nous est prêt à s'engager pour protéger davantage les femmes victimes de ces violences. Les 2 principales mesures dont bénéficieront directement les victimes sont la généralisation du bracelet anti-rapprochement et la réduction du délai maximal de délivrance de l'ordonnance de protection à 6 jours au lieu de 42 jours. Le dépôt de plainte ne sera plus nécessaire à sa délivrance. Au cours de son examen, notre hémicycle a largement contribué à enrichir le texte avec des dispositions importantes. Je citerai notamment la sensibilisation des jeunes à la lutte contre les violences conjugales lors de la journée défense et citoyenneté et l'exclusion du conjoint condamné de la succession pour des faits de violence envers le défunt. La commission mixte paritaire a souhaité supprimer cette dernière mesure et nous le regrettons. Nous saluons la bienveillance de la commission à l'égard de la demande de rapport sur les conséquences du maintien de l'autorité parentale de l'auteur de violences et la possibilité de sa suspension.
Nous invitons le Gouvernement à aller plus loin que la production d'études et de rapports qui, trop souvent, ne font qu'alourdir les étagères des bureaux ministériels. La commission mixte paritaire a conforté l'article 2 relatif à l'ordonnance de protection, tout en limitant à l'article 2 quater l'utilisation d'un bracelet anti-rapprochement à une durée initiale de 3 ans, renouvelable selon l'appréciation du juge. Il s'agit là du cœur de la proposition de loi. Proposé par le Gouvernement, l'article 2 ter prévoit d'inscrire au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes les personnes visées par une ordonnance de protection. Nous sommes bien sûr favorables à ce dispositif de bon sens. En juillet dernier, 150 sénateurs alertaient le gouvernement et l'opinion publique en publiant une tribune appelant à une généralisation des bracelets électroniques pour prévenir les féminicides. Quelques mois plus tard, cette initiative menée par Annick Billon et la délégation aux droits des femmes a trouvé un écho à travers cette proposition de loi issue de l'Assemblée nationale. Notre groupe, le groupe Les Indépendants, République et Territoires, renouvelle son soutien et donc nous voterons les conclusions de la commission mixte paritaire. Merci. La parole est à Madame Annick Billon pour l'Union centriste pour une durée maximum de 6 minutes. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi visant à lutter contre les violences au sein de la famille traduit une vraie prise de conscience de l'effroyable réalité que représentent les violences intrafamiliales. À l'occasion de l'examen du texte en première lecture, le 27 novembre dernier, nous étions nombreux à rappeler combien de femmes avaient succombé sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint depuis le début de l'année 2019. Elles sont aujourd'hui 142 selon le collectif Féminicides. Il est temps que ce décompte macabre s'achève et que nous nous dotions des moyens judiciaires, humains, financiers suffisants pour que ce fléau cesse. Aussi, je me réjouis de l'aboutissement de cette commission mixte paritaire qui traduit notre volonté, au-delà des clivages politiques, de trouver des solutions afin de mieux lutter contre ce fléau. Il y a là une urgence vitale. J'en profite pour remercier le président, M. Philippe Bas, et la rapporteure Marie Mercier, surtout Marie Mercier, pour leur investissement qui a permis d'aboutir à une CMP conclusive. Les violences au sein de la famille sont souvent difficiles à caractériser et à dénoncer car elles pâtissent encore de nombreux stéréotypes. Pour exemple, le terme de crime passionnel persiste encore dans certains esprits. Souvent minorées et considérées comme relevant de la sphère intime, ces violences relèvent avant tout d'un caractère systémique et demandent à interroger de façon plus générale les rapports de domination qui animent notre société. Nous avons, nous, législateurs, une responsabilité forte et une capacité d'action pour faire baisser ces violences. Cette CMP est fondamentale dans la mesure où elle propose de compléter notre arsenal juridique par des avancées concrètes en matière de protection des victimes de violences conjugales. La mise en place du bracelet électronique anti-rapprochement au début de l'année prochaine, les aides au logement, les modalités de recours au téléphone grave danger, la facilitation de la délivrance de l'ordonnance de protection constituent autant de mesures concrètes et attendues qui amélioreront de manière significative la protection des femmes. Je me félicite tout particulièrement que la question de l'autorité parentale que j'avais portée avec la délégation aux droits des femmes ait été reprise à la faveur de cette CMP, même si cette disposition ne va pas assez loin à mon sens. Le caractère provisoire de la suspension de l'autorité parentale, 6 mois, en limite notamment sa portée. Les nombreux travaux de la délégation ont montré que bien souvent les enfants permettent l'exercice d'un chantage visant à poursuivre le harcèlement ou à poursuivre les violences sur l'ex-conjointe. Nous sommes convaincus qu'un mari violent ne saurait être un bon père. En effet, sans une organisation adaptée des modalités d'exercice de l'autorité parentale, les mesures de protection de la femme victime de violences seront mises en échec et les enfants ne seront pas protégés. Une prise en compte élargie des violences conjugales est indispensable pour assurer une protection effective de la mère et de l'enfant.
Dès lors, la suspension de plein droit de l'autorité parentale ne saurait donc se cantonner qu'aux cas les plus graves. Je souhaite par ailleurs revenir sur la question de l'indemnité successorale. Cette question n'a pas pu être débattue lors de la CMP. J'avais, par voie d'amendement avec mes collègues de cette délégation, proposé de dispenser de l'obligation d'aliment les enfants en cas de retraite totale de l'autorité parentale et l'exclure en cas de condamnation pour le meurtre ou l'assassinat de l'autre parent. J'ai regretté que cette proposition, pourtant consensuelle, ait été rejetée par le gouvernement. Comment accepter, par exemple, qu'un enfant conserve une obligation d'aliment vis-à-vis de son parent, auteur d'un assassinat sur son autre parent? Madame la ministre, cette disposition que vous avez rejetée figure pourtant parmi les annonces du gouvernement dans le cadre du Grenelle. Cette mesure devrait donc trouver une transcription législative dans un prochain texte. Sans esprit de polémique, il eût été plus opportun de l'intégrer dès cette proposition de loi. Cela nous aurait fait gagner du temps, ce temps que nous savons précieux. Je souhaite terminer en évoquant la question fondamentale du volet financier, car si ce texte constitue une avancée indéniable, il ne saurait se concrétiser sans des moyens massifs. Je n'ai eu de cesse, au cours de ce mandat de présidente, de déplorer un hiatus entre les ambitions affichées par le gouvernement dans le cadre de la grande cause du quinquennat et la réalité des moyens qui y sont consacrés. Ah bon, si je dis quelque chose de drôle, Monsieur le Président, vous me prévenez. Une fois de plus, je crains que des crédits annoncés à l'issue du Grenelle ne soient pas à l'auteur des enjeux, comme la question de l'aide juridictionnelle qui devra être prise à bras-le-corps. Trop de familles se trouvent démunies face à la procédure judiciaire et face aux frais de justice importants qu'elle induit. La responsabilité qui nous incombe est forte, tout comme l'attente de notre société. Soyons à la hauteur des enjeux, soyons au rendez-vous. Cette proposition de loi de Aurélien Pradié, point de départ d'un combat que nous savons long, va dans le bon sens. C'est pourquoi le groupe Union centriste souhaite encourager le travail accompli de ce texte. Merci madame. La parole est maintenant à madame Laurence Rossignol pour le groupe socialiste et républicain pour une durée de 6 minutes maximum. Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, Madame le ministre, Monsieur le Président de séance, au moment où nous parlons, il serait recensé 146 victimes, peut-être 145. Sur la dernière recensée, il y a encore, les services de police n'ont pas encore rendu leurs conclusions. C'est plus que les années précédentes. C'est une augmentation qui est conséquente, qui n'est pas simplement marginale. Je n'en tiens nullement responsable, aucun responsable politique, bien entendu. En revanche, je pense que, Madame la Ministre, si vous aviez la possibilité dans votre ministère, à partir de votre ministère, est-ce que Monsieur le Président peut me conserver l'attention de la Ministre? Je lui demandais justement d'être attentive. Oh, vous êtes incorrigible, Monsieur le Président. Oui, écoutez-la, elle est susceptible. Non, je pense qu'il serait intéressant que peut-être depuis votre ministère, vous puissiez étudier les raisons pour lesquelles les féminicides augmentent. Moi, je m'interroge, est-ce que c'est dans le cadre d'une augmentation globale des atteintes aux personnes? C'est une possibilité. Et on la constate, cette augmentation globale des atteintes aux personnes. Est-ce que donc ça va ensemble? Est-ce que c'est lié à des dislocations plus grandes des familles et des individus? Est-ce que c'est lié au fait que depuis 2 ans, les femmes sont engagées à parler, à partir, et comme on sait que beaucoup de féminicides se produisent au moment de la séparation, est-ce que c'est en fait davantage de séparation qui entraînerait davantage de féminicides? Je crois que ça vaut le coup qu'on essaye de comprendre ce qui se passe pour être plus efficace dans la prévention et puis aussi pour comprendre quel est l'état de notre société et surtout quand elle va mal. Surtout quand elle va mal. Voilà, ceci étant dit, je voudrais revenir sur quelques éléments. Les enquêtes menées par vos services, par l'Inspection générale de la justice, celle du GELSCO révèlent, à mon sens, une sous-évaluation des violences faites aux femmes par la justice.
historique, traditionnel, et une sous-utilisation des outils juridiques mis à la disposition des juges. Et ce que nous essayons de faire avec ce texte, avec le Grenelle, avec l'engagement des associations et de tous, c'est en fait de sensibiliser la justice. Et je regrette qu'un certain nombre d'amendements que nous avons déposés en première lecture n'aient pas été retenus. Parce que je connais la philosophie de la chancellerie. Je ne dis pas la vôtre, Madame la Ministre, je parle de ce qui vous a précédé et sera toujours, peut-être ça évolue aussi, la philosophie de la chancellerie, c'est de s'en tenir à un code pénal, et même un code civil, qui est fondé sur l'idée que le juge peut. Le juge peut. Et quand le code écrit que le juge peut, la chancellerie est contente. Et surtout, on n'y touche pas. Et on est en matière de violences faites aux femmes au moment où on doit passer au juge doit. Parce que le juge peut, mais il ne fait pas. C'est le constat que vous avez fait pendant le Grenelle, qu'a fait le groupe de travail justice, c'est que les juges n'utilisent pas, je l'évoquais un instant, les outils juridiques. Et donc, à un moment donné, Monsieur le Président, le juge doit, ça veut dire quoi? Que quand, par exemple, nous avons déposé un amendement pour que, dans le cadre de l'ordonnance de protection, l'autorité parentale soit systématiquement suspendue. Ce qui nous a été dit, c'est déjà possible. Oui, c'est possible, mais il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas systématique. Il n'y a aucune circonstance dans laquelle on puisse faire valoir l'intérêt de l'enfant à être toujours sous l'autorité parentale d'un père violent. Un père violent qui attaque la mère, s'en prend à elle, la brutalise, ne peut pas se voir confier l'autorité parentale au motif que ce serait de l'intérêt de l'enfant de maintenir le lien entre le père et l'enfant. C'est une philosophie de base qui est présente dans la tête de nombreux magistrats. Le maintien du lien, le maintien de l'autorité parentale, le retrait de l'autorité parentale n'est pas une sanction. Ce n'est pas une punition contre le père. On m'a souvent dit, on est contre les peines systématiques. Bien sûr, mais ce n'est pas une peine, la suspension de l'autorité parentale. C'est une mesure de protection de l'enfant. Et je regrette que vous n'ayez pas accepté la suspension systématique de l'autorité parentale pendant l'ordonnance de protection, et même l'amendement de repli qui prévoyait qu'au cas où le juge maintiendrait l'autorité parentale, et je crains qu'on découvre dans un an ou deux, quand on fera le bilan des contenus des ordonnances de protection, que les juges auront maintenu l'autorité parentale. Et dans ce cas-là, alors que la mère est en danger et qu'elle a déjà été victime, puisque vous n'avez pas voulu non plus qu'on remplace le « et » par « ou » dans la définition de l'ordonnance de protection. Danger et violence. Les deux cumulatives. Les violences suffisent à constituer le danger. Comme vous n'avez pas voulu non plus qu'on remplace « et » par « ou », on sait que la mère a été victime et qu'elle est encore en danger, et le père, parce que l'amendement que nous proposions, qui permettait de masquer le lieu d'école de l'enfant, a été lui aussi refusé. Donc, un père, une femme qui a fait l'objet d'une ordonnance de protection, mais auquel le juge n'aura pas attribué l'autorité parentale exclusive, sera exposé à ce que son conjoint violent puisse la retrouver par l'intermédiaire de l'adresse de l'école des enfants, puisque l'autorité parentale suppose de connaître où les enfants sont scolarisés. Donc, prisonniers que nous sommes de cette philosophie du juge peut, on en arrive à exposer davantage les femmes et à ne pas atteindre les objectifs que vous poursuivez certainement dans la loi. Je dis ça et je voulais aussi dire qu'en tout état de cause, la méthode choisie, les PPL, je ne sais pas ce que la constitutionnaliste que vous êtes pense du fait qu'un Premier ministre... Il y a déjà 30 secondes de dépassement. Oui, mais monsieur le Président m'a pris au moins 1 minute et demie. Vous avez été interrompu un petit peu, c'est pour ça que Monsieur le Président. J'ai laissé juste une chose. 30 secondes, mais c'est pour vous dire d'aller à la conclusion. Je conclue, Monsieur le Président. Merci. Juste, je ne sais pas ce que la constitutionnaliste que vous êtes pense du fait qu'un Premier ministre annonce une proposition de loi. Vous avez dû vous aussi tousser un peu, mais vous avez choisi... Mais non, vous êtes souple. Vous avez choisi les propositions de loi. Pourquoi? Pourquoi pas une belle loi cadre contre les violences faites aux femmes? Pourquoi pas une grande loi qui soit à la fois code pénal, code civil, ambition? Parce qu'il n'y a pas de moyens. Parce que le fond de l'affaire, c'est que nous légiférons, mais il n'y a pas 1 euro supplémentaire qui soit donné
pour la lutte contre les violences faites aux femmes et pas un centre d'hébergement supplémentaire ouvert pour appliquer la protection que vous avez prévue dans la loi. Nous nous retrouverons pour la prochaine. Merci. Madame Maryse Carrère pour le groupe RDSE a maintenant la parole pour une durée de 6 minutes maximum. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des Lois, chers collègues. S'il y a bien un sujet qui doit faire consensus, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi que celles perpétuées au sein de la famille. À l'heure où un 145e féminicide a été commis, nous devons mettre tous les moyens de notre côté pour lutter contre la banalisation des violences faites aux femmes, mais aussi pour un régime plus protecteur pour des victimes qui sont trop souvent laissées à l'abandon. Si le texte initial a été considérablement modifié, ces grands équilibres visant à sécuriser le quotidien des femmes, permettre la mise à l'abri d'urgence et uniformiser la délivrance de l'ordonnance de protection ont été conservés. À ce titre, je salue les travaux menés par les deux commissions qui ont permis d'aboutir à cette CMP conclusive. Les apports du Sénat visant à renforcer les garanties procédurales ont été reconnus à leur juste valeur et nous avons de quoi nous en satisfaire. Je relèverai également l'article 2 ter qui vient prévoir l'inscription des personnes auteurs de violences conjugales au fichier national des personnes interdites d'acquisition ou de détention d'armes. Cette disposition constitue pour moi une véritable avancée. Combien de fois un fusil de chasse s'est transformé en pièce à conviction d'un féminicide? Je noterai également l'exclusion de la succession du conjoint condamné pour fait de violence envers le défunt ou encore l'exclusion du bénéfice de la pension de réversion pour le conjoint violent en cas de divorce. Là où mon groupe est plus partagé, et Josiane Costes avait eu l'occasion d'intervenir en ce sens, c'est sur le bracelet anti-rapprochement. L'expérimentation, remplacée par une clause de revoyure en 2022, vient conforter nos inquiétudes. Qu'une mesure si coercitive soit prise par un juge civil sans la moindre condamnation est incompatible avec les fondements de notre droit pénal. Le risque est que l'ordonnance de protection se substitue au jugement pénal et nous y sommes défavorables. Ma collègue l'avait déjà souligné, mais dans un contexte où seulement une demande d'ordonnance de protection sur 2 aboutit, nous prônons plutôt pour une meilleure prise en compte des signaux faibles. Là où on aurait tendance à minimiser tel ou tel comportement, il faut que la justice soit plus vigilante et apprenne à prendre davantage en compte les signaux dits faibles. Je ne reviendrai pas sur la polémique concernant le non-examen des dispositions sur l'autorité parentale par les députés. Je les inviterai seulement à contester davantage l'usage parfois excessif de la procédure accélérée par le gouvernement. Sur le fond, le groupe RDSE est complètement d'accord avec les mesures venant retirer l'autorité parentale en cas de crime contre la personne du conjoint et celles venant la suspendre en cas de mise en examen pour crime ou tentative de crime. Ces mesures sont motivées par l'intérêt supérieur de l'enfant qui, à mon sens, ne doit pas être confronté à des individus violents. Je ne vais pas vous apprendre qu'un enfant ayant été très tôt confronté à la violence a de très grandes chances de reproduire ce type de comportement. La solution est donc claire. Si l'on souhaite enrayer la spirale de la violence, il faut séparer les enfants des parents violents. Conscient de l'urgence à apporter des solutions aux trop nombreuses victimes de violences et satisfait de l'équilibre général trouvé par ce texte, les élus du groupe RDSE approuveront les conclusions de cette CMP. Je vous remercie. Merci. Oui, j'ai remarqué que vous n'avez pas utilisé votre temps. Madame Françoise Cartron pour la... Oui, elle me l'a dit. Voilà, il y a la solidarité des femmes. Madame Françoise Cartron a la parole pour le groupe La République En Marche pour une durée aussi maximum de 6 minutes. Bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame la rapporteure, chère Marie Mercier, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues. Le texte que nous nous apprêtons à voter vise 2 objectifs majeurs. D'une part, il permet la délivrance d'ordonnances de protection en un délai de 6 jours, alors qu'aujourd'hui nous en sommes à 41. Comment? En multipliant le recours à ce dispositif hautement protecteur, dispositif par lequel le juge aux affaires familiales est en mesure d'organiser la séparation du couple dans un contexte avéré de violence.
dispositif par lequel la victime de violences conjugales peut obtenir, par une même décision de justice, des mesures tout à la fois civiles et pénales. Tout d'abord, des mesures civiles concernant l'organisation de la vie familiale, au premier regard desquelles figurent les droits de visite et d'hébergement, la pension alimentaire ou encore l'attribution du logement du couple. Ensuite, des mesures pénales relatives à l'interdiction d'entrer en contact avec la victime, ainsi que l'interdiction pour le conjoint violent de port d'armes. D'autre part, ce texte a été conçu pour sauver des vies et en généralisant l'utilisation du bracelet anti-rapprochement. Trop souvent, l'actualité s'est fait l'écho, justement, de victimes qui sont tombées sur les coups de leur conjoint alors qu'elles avaient prévenu « s'il revient, il m'a menacé de me tuer ». Ainsi, le bracelet pourrait être administré aux auteurs de violences conjugales à titre de peine, mais aussi avant tout jugement pénal dans le cadre d'un contrôle judiciaire ou en dehors de toute plainte dans le cadre civil d'une procédure d'ordonnance de protection. Nous approuvons sans aucune réserve l'ensemble de ces mesures. Mais une priorité absolue demeure faire reculer les violences. Alors que 145 voire 146 femmes ont été tuées en 2019 par leurs conjoints ou leurs ex-conjoints, ce chiffre nous appelle à la responsabilité tellement il est insupportable. La réduction du délai de délivrance de l'ordonnance de protection est l'un des leviers d'action absolument nécessaire. Mais pour que cet objectif législatif soit entièrement effectif, il faudra non seulement ajuster en conséquence les dispositions du Code de procédure civile relatives à l'ordonnance de protection, mais également poursuivre la revalorisation budgétaire de nos structures judiciaires sans lesquelles notre volonté, notre opiniâtreté pourrait se dissoudre en vœux pieux. Ensuite, je voudrais dire quelques mots sur l'heureuse issue de mesures relatives à l'autorité parentale. Nous avions déposé en séance, ici même, un amendement ayant pour objet de suspendre de plein droit l'autorité parentale lorsque l'un des deux parents est décédé des suites d'un homicide volontaire et dont les faits font l'objet d'une enquête pénale mettant en cause l'autre parent ou d'une information judiciaire ouverte à l'encontre de celui-ci. Pour assortir ce dispositif du brevet de respectabilité constitutionnelle, nous avions laissé toute liberté d'appréciation à la juridiction compétente qui pouvait, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait total, notamment lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant le commandait. Cet amendement, à mon grand regret, souvenez-vous, avait été rejeté, hélas, avec un avis défavorable de la Commission. Cependant, la CMP a finalement intégré une disposition analogue prévoyant une suspension provisoire de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, et ceci dans l'attente de la décision du juge aux affaires familiales. Juridiquement, vous avez décidé d'ajuster le droit aux dimensions du réel, et le réel, en tout état de cause, ce sont les victimes de violences conjugales. Aujourd'hui, le droit leur répond favorablement, la raison a prévalu, nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais ceci s'est fait en substituant à une demande de rapport une disposition substantielle de fond sur le même sujet. Et vous avez et nous avons, en connaissance de cause, dérogé au fameux principe de l'entonnoir en incomparant au texte de la CMP une disposition qui n'avait été finalement ni votée par le Sénat, ni même débattue par l'Assemblée nationale. Sans doute, nous aurions pu faire l'économie d'un désaccord de procédure qui nous a occupés en adoptant dès l'examen en séance l'amendement que je portais avec d'autres collègues et qui finalement a trouvé cette issue favorable en CMP. Cette réserve étant faite,
L'essentiel étant le but à atteindre, et aujourd'hui le but est atteint, il va de soi que les membres de notre groupe apporteront tout leur soutien à cette proposition de loi et à cette conclusion heureuse de la CMP. Merci. Merci, madame. La parole est à madame Laurence Cohen pour le groupe CRCE pour une durée de 5 minutes maximum. Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, nous arrivons au terme de cette navette parlementaire et je dois dire que nous ressentons quelques frustrations sur la façon dont se sont déroulés les débats. En effet, en première lecture, Madame la Ministre, vous n'avez pas manifesté de réelle volonté d'améliorer cette proposition de loi, puisque nos amendements, comme ceux de nos collègues socialistes, ont été quasi systématiquement rejetés sous des prétextes peu convaincants, raison d'ailleurs pour laquelle nous avons quitté l'hémicycle, fait suffisamment rare pour le souligner ici. Le sujet est pourtant grave. Alors que l'année 2019 n'est pas encore achevée, ce sont, comme l'a dit ma collègue, 145 femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint depuis le 1er janvier dernier, sous les yeux de leurs enfants dans de très nombreux cas. Si la question du féminicide, des violences contre les femmes et des agressions sexistes, notamment au sein de la famille, ont pu devenir un véritable enjeu de société cette année, c'est grâce aux nombreuses mobilisations des femmes et des associations féministes. Cette loi, je pense, en est aussi la conséquence et c'est une bonne chose. Je voudrais ici revenir sur les principaux articles. Nous saluons le fait qu'en CMP, la discussion ait évolué sur l'autorité parentale et que nous passions d'un simple rapport sur le sujet à une suspension en cas de crime commis sur l'autre parent. C'est un début. Mais nous regrettons que cela n'aille pas plus loin. D'une part, parce que cette suspension, qui ne concerne que l'exercice de l'autorité parentale, ne sera en réalité, dans la rédaction proposée, pas du tout automatique et surtout provisoire et limitée à une durée de 6 mois. D'autre part, le fait de renvoyer à l'article 377 du Code civil, qui traite de la délégation d'autorité parentale, nous paraissait totalement inapproprié. Et vraiment, nous nous réjouissons de l'apport de l'amendement de notre rapporteure Marie Mercier, qui donc corrige cet état de fait. J'en viens à présent aux ordonnances de protection. Si nous nous réjouissons de la réduction du délai de délivrance de l'ordonnance de protection à 6 jours, nous aurions souhaité que ce délai soit fixé à partir de la requête, Madame la Ministre, et non à partir de la date de fixation de l'audience. Et je crois qu'il va falloir réellement passer à la vitesse supérieure, car comment croire que l'ordonnance de protection entérinée depuis bientôt 10 ans deviendra un véritable outil pour protéger les victimes, alors que seul un petit millier est délivré chaque année. Sur le logement, et notamment depuis le début du Grenelle des violences conjugales ainsi que des débats parlementaires, nous n'avons eu de cesse de vous interpeller sur le déficit criant de logements à disposition des personnes qui doivent être mises à l'abri, dénoncé par toutes les structures d'hébergement d'urgence. Et nous l'avons dit et nous le répétons, l'hébergement d'urgence pour les personnes victimes de violences doit être la priorité et concentrer tous nos efforts. Au-delà de l'hébergement d'urgence, nous saluons les forfaits pour permettre aux femmes victimes d'accéder à un logement pérenne avec un accompagnement financier. Reste à savoir ce qui sera prévu derrière l'expression « les premiers mois de loyer », de même sur le fait de mettre en place des partenariats avec des bailleurs. Je vous rappelle que la loi de 2010, grâce à un amendement de Marie-Georges Buffet, prévoyait déjà ce dispositif, mais que les décrets d'application ne sont toujours pas parus. Enfin, mes chers collègues, il faudra également que nous avancions collectivement sur l'idée de désolidarisation de dettes de loyer, car nombre de femmes ne peuvent accéder à un logement à cause de cela. Quant au bracelet anti-rapprochement, c'est un dispositif qui doit être utilisé avec prudence et discernement. S'il est un véritable outil dissuasif, reste en suspens la question de la distance requise pour tenir éloigné le conjoint violent, laissé à la discrétion du juge. Ce n'est pas une question anecdotique. Être éloigné de 2 ou 20 km n'aura clairement pas le même impact anxiogène sur la victime qui a bel et bien besoin d'un environnement sécurisant. De plus, lors du colloque que j'ai organisé salle Médicis le 22 novembre dernier, intitulé « Du sexisme ordinaire au féminicide », plusieurs intervenants, dont le magistrat Édouard Durand, nous ont alertés sur la difficulté pour les personnes victimes de violences, femmes et enfants, de rompre le lien avec leur agresseur. Cette emprise les place dans une grande dépendance dont elles et ils ont du mal à se défaire. Le bracelet électronique serait alors un obstacle supplémentaire pour empêcher la victime de se défaire du lien. Ne serait-il pas plus efficace de développer le nombre de téléphones grave danger qui ont fait la preuve de leur utilité?
Enfin, et c'est le plus inquiétant, Madame la Ministre, depuis la fin du Grenelle, nous avons discuté du projet de loi de finances pour 2020, véritables travaux pratiques marqués par l'absence de garantie budgétaire pour le financement des places d'hébergement d'urgence, du logement temporaire et des bracelets anti-rapprochement dont il est question dans cette PPL. Alors je vous le demande, pouvez-vous nous rassurer, Madame la Ministre, sur les moyens qui seront effectivement débloqués, ou au contraire doit-on conclure à l'aveu d'échec de la grande cause du quinquennat qu'on a eu de cesse de nous répéter comme argument magique à défaut d'argent magique? Malgré toutes ces réserves, nous allons voter cette PPL parce qu'il y a effectivement des avancées, mais j'espère, Madame la Ministre, que vous allez répondre à nos inquiétudes quant aux moyens débloqués. Je vous remercie. Merci. Pour conclure cette discussion générale, Madame Catherine Di Folco pour le groupe Les Républicains pour une durée de 8 minutes. Monsieur le Président, Madame la Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des Lois, Madame le rapporteur, chers collègues, nous nous réunissons aujourd'hui à nouveau avec la ferme intention, si ce n'est d'endiguer, car le chantier demeure vaste, au moins de faire reculer la violence que subissent de nombreuses femmes, particulièrement dans le cadre intrafamilial. Ce phénomène de violence conjugale, particulièrement médiatisé au cours de ces derniers mois, n'est pourtant pas récent. Rappelons-nous cette atroce banalité si bien décrite par Zola à la fin du XIXe siècle dans son célèbre roman « La bête humaine ». Déjà à l'époque, le romancier s'interrogeait sur la racine de ce mal qui poussait certains de ses personnages à commettre parfois l'irréparable. Cette terrible réalité nous oblige et je me réjouis du caractère conclusif de cette commission mixte paritaire. Je m'en réjouis d'autant plus que plusieurs apports du Sénat ont prospéré au sein du texte adopté par la Commission. Ainsi en est-il de la possibilité pour le juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection à tous les couples et donc même à ceux qui auraient mis un terme à leur vie commune ou n'auraient jamais fait le choix de cohabiter. Cette disposition simple m'apparaît néanmoins comme essentielle puisqu'elle permettra, je le crois, de protéger davantage de femmes victimes de violences. L'article 2 octies, également issu des travaux de notre commission des lois et qui se trouve dans le texte issu de la commission mixte paritaire, constitue également une avancée souhaitable. En effet, il inscrit dans la loi l'interdiction pour une personne condamnée pour fait de violence conjugale de bénéficier d'une pension de réversion à la suite du décès de son ex-conjoint victime de ces violences. En outre, la position commune trouvée avec nos collègues députés, qui étend le bénéfice de cette disposition au-delà des seuls salariés du secteur privé, m'apparaît d'autant plus pertinente. Une telle mesure, avec un peu de recul, nous semble presque relever du bon sens. Je ne peux bien sûr faire l'impasse sur la mesure phare de cette proposition de loi de notre collègue Pradié, le bracelet anti-rapprochement. Une position de compromis a ainsi été trouvée entre les deux chambres, puisque l'efficacité du dispositif sera évaluée dans les 3 ans qui suivront la promulgation de la loi. Il nous semblait souhaitable de pouvoir prendre un peu de recul vis-à-vis d'un dispositif aussi inédit que celui-ci en matière civile. Il conviendra notamment d'apprécier de quelle manière les juges aux affaires familiales s'en saisissent et si ce bracelet permet effectivement de répondre à des situations de danger. Il est heureux que les députés aient pris en considération la volonté de prudence du Sénat en la matière. Malgré l'accord trouvé sur le texte en commission, 2 problématiques ont toutefois provoqué des débats mouvementés et j'aimerais les évoquer brièvement. Il s'agit d'abord des dispositions introduites au Sénat qui visaient à étendre les cas d'indignité successorale d'une personne condamnée pour violence sur son conjoint, sur lesquels nous avons achoppé. Cela a été rappelé. L'absence de véritable navette parlementaire du fait de l'engagement par le gouvernement de la procédure accélérée sur ce texte n'a en effet pas permis aux députés d'examiner cette question et c'est regrettable. L'autre difficulté que nous avons rencontrée portait sur la question de la suspension de l'autorité parentale d'un parent auteur de violences au sein de la famille, question encore plus sensible que la précédente, dans la mesure où elle risque de poser au juge de manière beaucoup plus récurrente. Je pense que la solution à laquelle nous sommes parvenus suite à de longues discussions en CMP est raisonnable. En permettant au juge de suspendre l'exercice de l'autorité parentale en cas de poursuite ou de condamnation pour un crime commis par un parent sur la personne de l'autre parent, nous avons adopté une disposition qui envisage les cas les plus graves. Cependant, il sera nécessaire de légiférer plus avant sur ce sujet. L'objet spécifique de cette proposition de loi ne permettait peut-être pas de traiter la question en toute sérénité, mais sans doute aussi les députés ont-ils préféré attendre le texte porté par la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. Pour conclure, je tiens à remercier notre rapporteure, Marie Mercier, pour la qualité de son travail
et parce qu'elle a su faire preuve de beaucoup d'humanisme à propos d'un sujet particulièrement sensible. Bien évidemment, le groupe Les Républicains est satisfait du caractère conclusif de la commission mixte paritaire et votera donc cette proposition de loi. Je vous remercie de votre attention. Merci. Donc la discussion générale est close. Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, le Sénat, examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le gouvernement. Nous passons à la présentation des amendements de la commission. Donc, Madame Marie Mercier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, cet amendement procède à des améliorations techniques, mais néanmoins très importantes à l'article 2 quinquies, relatif au retrait de l'autorité parentale sans modifier l'équilibre du texte approuvé par la CMP. Donc, 5 paragraphes. Tout d'abord, le 1 précise que si l'un des parents a commis un crime sur la personne de l'autre parent, le JAF peut être saisi pour décider de déléguer l'exercice de l'autorité parentale seulement lorsque le parent victime a perdu la vie. Dans le cas contraire, il revient naturellement aux parents victimes de continuer à assurer l'exercice de l'autorité parentale sans qu'il soit nécessaire d'organiser une délégation. Le paragraphe 2 précise ensuite que la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale prévue en cas de condamnation s'applique y compris lorsque la condamnation n'est pas définitive. À défaut, il suffirait d'interjeter appel ou de former un pourvoi en cassation pour que cette disposition soit privée d'effet. Paragraphe 3 lève une ambiguïté sur la durée de la suspension de plein droit de l'exercice de l'autorité parentale. Cette suspension s'appliquerait jusqu'à ce que le JAF rende une décision, sans pouvoir excéder néanmoins 6 mois, afin d'être certain que le juge se prononce dans un délai qui reste raisonnable. Paragraphe 4, c'est pour élargir les possibilités de saisine du JAF qui ne peut intervenir dans le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire que sur le fondement de l'article 377 du Code civil relatif à la délégation de l'autorité parentale. En fonction des circonstances de l'espèce, d'autres procédures prévues par le Code civil peuvent en effet apparaître plus appropriées pour régler la question de l'autorité parentale. Enfin, le 5, c'est 2 coordinations qui avaient été omises. Voilà, Monsieur le Président. Je demande formellement, Madame la Ministre, votre avis. Oui, très favorable. Favorable. Eh bien, présentez le prochain, qui est l'amendement numéro 2 sur l'article 12. Madame Marie Mercier. Monsieur le Président, donc c'est un amendement qui procède à des coordinations pour la bonne application de la proposition de loi dans les collectivités d'outre-mer, régies par l'article 74 de la Constitution. Oui, Madame. Merci. Madame la garde des Sceaux. Et donc, on a 2 avis favorables. Donc, conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire et modifié par les amendements de la commission. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je mets aux voix l'ensemble de la proposition. Ah, Madame Conconne. Pardon. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. On ne saurait conclure ce débat sans que je puisse rendre hommage à toutes ces associations qui nous ont permis d'alimenter le débat, d'alimenter nos amendements et de pouvoir ici tenir des propos et des arguments extrêmement pertinents quant à cette problématique extrêmement délicate qu'est la violence faite aux femmes, mais également ces violences dont on souffre au sein des familles. Je voudrais tout particulièrement remercier une association de Martinique, l'Union des femmes de Martinique, qui a été créée il y a plus de 70 ans aujourd'hui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et qui, avec peu de moyens, alors que la Martinique était encore une colonie éloignée, vivant dans des conditions extrêmement misérables et miséreuses, d'avoir pu très tôt, il y a plus de 70 ans, mettre en place des mesures, des procédures et un accompagnement auprès de femmes victimes de violences. Comme vous le savez, comme le disent les chiffres, ces statistiques sont particulièrement élevées et préoccupantes dans nos pays. Donc je leur rends hommage et j'avoue que cet amendement que j'ai proposé au Sénat et qui a été retenu et qui est aujourd'hui inscrit dans le marbre de la loi m'a été inspiré par des débats que nous avons tenus avec cette association et qui a pu donc nourrir nos arguments ici dans cette haute assemblée. Je voulais très solennellement les remercier
d'avoir m'aider à porter cet amendement qui est aujourd'hui définitif, mais également leur rendre hommage pour le travail extrêmement conséquent qu'elles réalisent, parce que ce sont souvent des femmes qui tiennent ces associations, qu'elles réalisent au quotidien. Merci. Merci. Donc, je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements de la commission. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La proposition de loi est définitivement adoptée, et j'ajoute à l'unanimité des bancs de cette Assemblée. Merci. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont donc tombés d'accord sur cette proposition de loi contre les violences conjugales. Notez que lors de cette négociation entre députés et sénateurs, une mesure a été ajoutée au texte, la suspension automatique de l'autorité parentale d'un conjoint violent en attendant la décision d'un juge. D'autres mesures sont attendues en 2020. Elles sont issues du Grenelle contre les violences conjugales porté par la ministre Marlène Schiappa. Les médecins pourront signaler ces violences à la justice et lever partiellement le secret médical. L'Ordre des médecins, en tout cas, a donné son feu vert. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Regardez tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.